Émission numéro 58, Sylvain! Comment ça va, mon cher ami? Ça va bien? Good. Hey, je pense que c'est bien la première fois que Sylvain fait l'intro de l'émission. D'habitude, ça soit moi, mais on l'a vu une couple de fois aussi avec Claudia, donc c'est parfait. Fait qu'on commence avec toi, Sylvain. Écoute, ça fait quand même un petit bout qu'on s'est pas vu, en fait. Durant le temps des fêtes, on s'est vu virtuellement par Zoom. Toi, comment ça va dans ces merveilleux temps d'hiver? Ah bien, à part la grippe, la sinusite et tous les rhumes inimaginables que j'ai pu attraper, maintenant je suis en pleine forme, je me suis reposé. Bon. Et j'ai écouté des séries Netflix, donc j'ai fait du Netflix and Kleenex. Netflix and Kleenex. Oui, pendant toute la période des fêtes. Ouais. Donc, j'ai écouté la série Outlander, plusieurs. J'ai bien aimé ça. Et aujourd'hui, je suis tout frais et dispo là, à pouvoir participer à cette magnifique émission. Ah ben, fantastique. Merci. Et merci, mon frère, d'être parmi nous. D'ailleurs, pour moi, c'est un privilège de t'avoir avec nous, ainsi que Claudia, parce que, ma chère Claudia, en tant que telle, elle devrait avoir une livraison qui devrait arriver sous peu. Moi, j'ai entendu parler, il y avait des rumeurs qui disaient que ça devait être fait hier, mais finalement, c'est comme Amazon, des fois, ça prend un petit peu plus de temps avant de se faire livrer. Donc, je suis très heureux de vous avoir là. Puis, allô, Claudia? Allô? Comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Ça va super bien. Mais t'as raison, la livraison est en retard. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude avec ça? Y a-t-il une moyenne? Un petit peu, on attend une semaine ou deux. OK. Il semblerait que la cigogne est syndiquée cette année. Je passe pas les fins de semaine. Oui, c'est ça. Ou peut-être qu'elle fait un test PCR. Ça se peut aussi que la cigogne, elle est prise quelque part avant même de pouvoir venir faire sa livraison. Donc, mais écoute, je suis très content que tu sois là. Et là, je dois le dire là, à tout le monde qui nous regarde présentement, ça se peut très bien qu'on arrête l'émission s'il y a une alerte bébé. Donc, si la cigogne décide de cogner à la porte durant l'émission, on va continuer l'émission à l'hôpital. En fait, ça ne sera pas suite à une contradiction, mais à une contraction. Exactement, c'est ça. Donc, toi, comment ça se passe de ton côté, l'évolution de ton côté là, avec la grossesse et tout ça? Comment ça va, toi, de ton Ça se passe vraiment bien. Oui? Ben, j'ai été chanceuse, hein? J'ai eu une très belle grossesse tout au long. Ma santé, la santé du bébé, tout va bien. Il faut dire que le géniteur était quand même en très bonne santé, donc ça l'a favorisé aussi. OK. Et le réceptacle aussi. OK. Ah oui. Donc, c'est bien que Sylvain s'ingère dans ta santé. C'est bon, ça. Mais, c'est plutôt l'inverse, habituellement. Oui. OK. Oui. Tu prends des jus verts. Ben, écoute, très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je sais qu'on va avoir un sujet super intéressant, puis on l'avait déjà pratiqué il y a quelques semaines de ça avec d'autres frères et sœurs, donc on va pouvoir approfondir peut-être certaines idées sur le sujet. Donc, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Un grand merci d'être là. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Je ne savais pas, hein? Alors, non? Ça aurait pu être depuis 3 semaines jusqu'à dans 2 semaines. C'est ça. Donc, je peux être là. Fantastique. Je suis très heureux. Mon frère, Mathieu, mon partner de vlog, Monsieur Texas avec moi, comment est-ce qu'il va? Ouais, Monsieur Texas, il va super bien. Écoute, temps des fêtes, c'est passé à merveille. On a pu profiter pas mal de notre chalet, du dehors, les activités autour de la nouvelle maison. Bon, on a ton corps devant plein de rénovations, puis ça. Donc, ça, la vie va vite, mais tout va bien. Ouais. Absolument. Je suis content. Récemment, ma fille est revenue à la maison elle habitait auparavant à Rimouski, où elle est au cégep. Puis là, elle est de retour à la maison. Donc, on est tous ensemble, la grande famille, encore une fois. Cool. Puis ça fait toute une différence dans la maison. L'énergie, ça change. Puis elle amène vraiment tout plein de bonheur dans notre maison de ce temps-ci. Donc, on est vraiment heureux. Ouais. Fantastique. Ben écoute, je suis très heureux que tu sois parmi nous, puis tu as réussi à prendre un peu de temps pour l'émission aujourd'hui. Donc, on a brunché, puis après, j'ai parti à la course. J'ai dit, ça, je peux pas le louper. Il me fait inviter. Je peux pas refuser. Ah, merci. Mon très sérénissime, important, souverain, grand maître du monde, mon frère Yves, comment est-ce qu'il va? Je pense que je peux te répondre sérieusement maintenant. Mon frère Yves, ça fait quand même assez longtemps aussi qu'on s'était pas vu. Comment ça va, toi?
Assez bien. C'est dur de dire très bien dans les circonstances, parce que nos activités relationnelles en ont pris un coup, mais c'est un temps de méditation. Enfin, c'est ce qui reste, le temps pour la lecture, l'écriture, la méditation, puis les rencontres avec les personnes chères. Ouais. Alors, mais j'ai hâte d'ouvrir le cercle. Oui, ouais, effectivement, ça devient des fois quand même de plus en plus difficile dans cette situation-là. Puis et on a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va s'ouvrir. Je pense que moi, en tout cas, personnellement, je vois quand même un certain espoir sur certaines choses. Il y a certains pays qui commencent déjà à déconfiner, à relâcher certaines mesures. On parle de l'Angleterre qui a décidé de faire ça aussi. Il y a quelques autres pays qui ont donné suite aussi à ça. Donc, peut-être qu'au Québec, on va revoir un certain espoir qui va venir un jour, parce qu'on doit le dire, là, nous, au Québec, présentement, la maçonnerie est encore sur pause en tant que telle. T'sais, oui, on se rencontre virtuellement sur Zoom, mais les rencontres dans les temples sont interrompues parce que les lieux de culte sont fermés. Donc, ça aussi, ça cause peut-être une petite baisse de morale dans les troupes, dans les frères et sœurs. Mais si jamais ça continue encore un an, on pourra changer de nom pour l'émission Sous le tombeau. Sous le tombeau? Bon, on va tout être mort, c'est ça? En fait, j'aurais fait l'émission dans 4 jours, que ça aurait été le 400e jour de confinement au Québec. Ouh! Là, aujourd'hui, c'est le 396e jour. 396e, oui, c'est effectivement, c'est beaucoup penser juste à ça. C'est le record mondial, mon cher Franco. Ah ouais. C'est fou. Donc, j'espère sincèrement qu'on va être capable de revenir dans une certaine normalité parce que, comme tu dis, il faut avoir pas un semblant, mais il faut essayer de revenir à la normale puis de passer par-dessus cette situation-là. Donc, effectivement, c'est pas très évident. On s'ennuie de faire une vraie chaîne d'union. Ben oui, c'est vrai. Là, avec une agape bien arrosée. Oui, c'est toutes des choses que... moi, c'est pour ça aussi que j'ai un peu de la misère quand que les gens disent que c'est la nouvelle normalité. Non, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Il y a des moyens de revenir dans une vraie normalité, puis toujours d'être sécuritaire dans qu'est-ce qu'on fait dans nos actions et tout ça. Mais bon, sans trop nécessairement aller dans un débat politique, là, mais effectivement, je m'ennuie moi aussi de revoir ces frères et sœurs, de les serrer dans mes bras, de partager les agapes, le vin et tout ça. Donc, ça serait agréable de pendant ça. l'agape, quand ton frère a bu beaucoup trop de vin, puis il vient te parler proche du visage, puis postillonne, te fait sentir sa mauvaise haleine et tout ça. On n'a plus ça maintenant avec les masques et les agapes qu'on n'a plus. Mais ça, c'est peut-être un avantage du masque, par exemple. Les postillements, on ne les reçoit plus. C'est peut-être le seul avantage que je peux voir du masque. Mais bon. Aïe. Mais effectivement, il faudrait revenir certainement dans une normalité. Aujourd'hui, le sujet de cette émission, en fait, le numéro 58, c'était, c'est peut-être la conclusion d'une expérimentation que j'ai faite dans mon atelier, en fait, de perfection par Zoom, parce que j'avais apporté ce sujet-là, puis je voulais vraiment en parler, puis d'avoir une opinion des frères et sœurs différemment, et qu'on soit en mesure, après ça, de créer une émission avec ça. Et je voulais parler un peu du silence, et pourquoi que l'aspect du silence est important pour moi dans ce qu'on vit aujourd'hui. Si je peux placer la prémisse là, sur pourquoi que je le fais cette émission-là, c'est que, puis là, je parle en mon nom tout seul, là, mais il y a quelques semaines de ça, voire plus exactement peut-être 2 mois de ça, j'ai été, moi, censuré sur Internet dans des forums maçonniques. Okay? Et durant ce temps-là, je me disais qu'il y avait peut-être une erreur ou, il y a quelqu'un qui avait mal interprété certaines choses. Et c'était commencé quand que toi et moi, Mathieu, on a commencé à faire nos vlogs. Parce que le monde qui savent que moi, sur Internet, quand je publie des articles, c'est 1 fois par mois. Okay? J'en publie pas, comme certains, sans les nommer, et c'est correct qu'ils font leurs affaires, qui publient peut-être 8 articles ou 9 articles de journaux, quoi que ce soit, de vidéos qui n'aura pas que la maçonnerie sur des forums, puis ça peut peut-être irriter des gens. Ça, je comprends ça. Si ça irrite des gens, le meilleur moyen de régler ça, c'est de la communication. Hein? C'est d'expliquer pourquoi ça vous irrite, puis essayer de trouver un compromis pour arranger quelque chose. Moi, dans ma situation, encore une fois, je publie à peu près une vidéo, un lien par mois. Je ne suis pas une personne qui va aller sur les forums, jaser tout le monde, puis donner
mes critiques pour X, Y, Z. Je publie mes choses. Si les gens l'aiment, ils font des likes. S'ils l'aiment pas, ben ils passent à autre chose. Tout simple que ça. Et au début novembre, je commence à publier des vidéos, des vlogs avec Mathieu. Et je publie ça sur sur plusieurs forums, mais dont 2 plus particuliers, qui étaient Franc-maçonnerie et le Rite écossais ancien accepté. Et tout d'un coup, comme je disais, moi je publie, puis je vais faire d'autres choses. Tu sais. Et là, cette première fois-là, je reviens et je vois que mes accès sont restreints. Et là, je dis, pourquoi? Et là, il n'y a personne qui me répond. Et j'essaie de trouver une solution, je parle à certains administrateurs, et là, ils décident de me, en bon québécois, me débarrer, me redonner accès au forum. Donc, la vie est belle, tout va bien. Le mois suivant, je publie, je crois, l'émission numéro 56, et j'entends plus rien par après, tu sais, parce que, justement, je ne veux pas contribuer plus que ça, tu sais, je mets mon émission. Et au mois de décembre, quelques jours avant qu'on fasse notre émission de l'année, je vais faire une annonce sur ces forums-là, sur plein d'autres forums, mais non ceux-là. Et là, je remarque que je ne vois plus ces forums. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'essaie de communiquer avec les gens, avec les administrateurs. Je leur envoie des courriels et c'est silence radio. Littéralement, hein? Silence radio. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on ne me parle pas? Pourquoi qu'on ne m'explique pas cette censure-là? Pourquoi que peut-être que effectivement, ça dérange les articles que je fais. C'est correct, j'aimerais ça juste le savoir. Comme ça, je vais me préparer et je vais m'adapter en conséquence. Pour moi, la communication dans un couple, c'est ultra important. Puis la communication, ça va quand même plus loin que ça. T'sais, si je fais quelque chose qui ne fait pas votre affaire, j'aime mieux le savoir. Mais là, on exprime à la place un silence. Et pour moi, ça revient un peu avec le silence de l'apprenti et le processus initiatique, parce que autant qu'un silence peut être destructeur, autant qu'un silence peut être créateur. Et c'est là-dessus que je vais aller, parce que moi, dans ma situation, je me suis senti quand même blessé, parce que j'ai voulu ouvrir à la communication et les portes étaient fermées et on voulait tout simplement, on m'a juste ignoré. Donc, à partir de ce moment-là, c'est moi qui réfléchis, qui me dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi qu'on ne me parle plus? Pourquoi que... Le pourquoi, là, il y a plein de questions qui viennent avec ça. T'sais. À la fin, pour dire, lâche prise, puis je ne peux pas rien faire avec ça. T'sais. Bon, moi, je peux exprimer que cette forme de silence-là, pour moi, c'est une forme quand même de violence psychologique. Tu le fais que on empêche... On dit qu'en maçonnerie, qu'on utilise la truelle pour régler les choses. Et là, on m'empêche de pouvoir réinitier la conversation pour être capable de passer cette truelle-là. Si tu veux mon point de vue, mon frère, je pense que le silence peut provenir à la fois autant de l'humilité, mais peut provenir de l'ego aussi. Oui. Et quelqu'un qui est dans l'ego va préférer souvent choisir le silence pour faire sentir à l'autre une certaine forme de culpabilité, ou ça peut être utilisé comme un moyen de censure pour l'empêcher de parler. Alors que dans l'humilité, le silence, il est là pour observer, pour écouter, pour goûter l'autre personne, pour entendre, puis pour comprendre aussi. Donc, je pense que dans cette situation-là, les frères en question, les administrateurs en question, ont choisi de te faire évoluer, mon frère, en voulant te faire un bond dans ton évolution, mais certes, la communication, c'est ce qui est le plus important. Et puisqu'il y a absence de communication, mais c'est là qu'est le problème, c'est qu'on ne dit pas. Donc, la vérité, elle est censurée. Oui. Puis aujourd'hui, on peut le voir dans la situation mondiale de la pandémie, où il y a beaucoup de censure. Et pourquoi il y a de la censure? Eh bien, c'est que certains vont dire, bien, on veut protéger les gens contre eux-mêmes, fait qu'on veut censurer la désinformation, mais en même temps, en faisant ça, on devient un agent de désinformation. Oui. Parce qu'on ne permet pas à la démocratie de pouvoir s'exprimer puis d'avoir des échanges. Oui. Puis dire, bien, voici la raison, moi, pourquoi que je pense que ça, c'est pas bon. Puis l'autre dit, voici la raison, pourquoi moi, je pense que c'est bon. Et là, tout le monde fait un débat. Et l'auditeur, lui, ou le public, peut se faire sa propre idée. Oui. Et là, ça, c'est pas permis en ce moment. Oui. Donc, c'est un petit peu la même situation qu'on retrouve là, où dans ce que tu vis, bien, tu fais l'objet d'une censure, puis d'un silence qui donne pas de réponse, et qui fait, effectivement, ça devrait
c'est une belle situation maçonnique qui amène à mettre en lumière qu'est-ce qui se passe en ce moment au sein même de la maçonnerie, parce que aux yeux des complotistes, on est tous unis dans un nouvel ordre mondial, mais en vérité, c'est pas le cas. Exactement, tu sais. Fait que c'est comme ça que c'est pour ça que je voulais l'apporter un peu, parce que pour moi, il y a plusieurs symboles là-dedans que chacun doit refléter, tu sais. Autant tu disais, oui, ça me fait un bon pour moi. Je veux dire, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, pour moi, là-dedans, c'est après ça, après cette émission-là, c'est de lâcher prise, tu sais. Mais au moins, je vais l'avoir exprimé, parce que le fait de ne pas exprimer certaines choses, puis tu le gardes à l'intérieur, c'est là que ça peut créer d'autres mots, ça peut créer, tu sais, une discorde dans ton corps, tu sais. Fait que oui, pour moi, je te dirais, dans ce message-là, c'est le fait de le dire, je l'ai dit une fois, je l'exprime devant tout le monde, puis après ça, ben c'est fini pour moi, ça s'en va en arrière. Un bel exemple, c'est notre frère Yves qui est ici. Quand on a commencé l'émission, tu as parlé qu'il était maître du monde et tout ça, et on fait référence à quelque chose d'humoristique, puisque un jour et ça, on dit ça pour le bénéfice des auditeurs, là, pour pas qu'ils croient que c'est vrai. Exactement. Alors, c'est important, parce que sinon, ça va faire un autre segment d'émission qui vont coller sur le site web. Là. Oui, donc, on l'aurait dit. Je pense que c'était le bonnet des Patriotes. On les salue d'ailleurs, c'est nos amis maintenant. Qui ont pris des portions de l'émission et qui ont filmé devant le temple maçonnique sur Notre-Dame. Et ensuite, on dit que Yves Vaillancourt était le maître du monde. C'est lui qui dirigeait le Québec. Mon Dieu, le maître de l'intelligence artificielle, en plus, c'est important de le dire. Là, donc, il savait tout ça. Là, donc, c'était une fausseté totale. C'est quelque chose qui est un mensonge de première classe. Et on fait souvent référence à ça quand on dit que Yves est le maître du monde. C'est pour se moquer de cette publication-là. Mais c'est ça. Donc, le silence, et c'est bien que tu en parles, parce que la situation d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on vit. Tu le dis, les censures sur les médias sociaux. S'il y a quelque chose qu'on dit qui ne fait pas notre affaire, qui ne fait pas l'affaire de cette personne-là, va le signaler, va t'enlever. Puis dans nos travaux qu'on avait faits, j'avais pris une couple de notes. Puis pour moi, un aspect qui était super important là-dedans, c'est que la personne, habituellement, c'est reconnu comme ça, c'est que la personne qui va imposer un silence, des fois, ça va donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir parler encore beaucoup plus. T'sais. Donc, si on impose un silence sur quelqu'un, c'est pour vouloir des fois passer un message par d'autres personnes. Fait qu'il y a cette balance-là aussi qui est pas très correcte, là, de la censure. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus, mes frères et sœurs. Vous, la symbolique du silence, qu'est-ce que ça peut représenter? Puis... alors, tous les projecteurs sont dirigés par Yves. Aussi, non, mais notre frère Mathieu aussi. Oui, c'est ça, c'est le silence, mais c'est bien le silence, oui. Mais disons, Franco, moi, je n'étais pas au courant de ce qui t'est arrivé, là. La franc-maçonnerie, c'est une société initiatique dans laquelle le silence est une vertu, qu'il soit absolu ou relatif, parce que les deux sont possibles. Oui. Mais dans l'espace public, comme Sylvain l'a fait remarquer, c'est une autre dynamique. Et là, ça devient une arme psychologique que de ne pas répondre ou que de censurer. Et probablement que le mieux pour toi maintenant est si tu n'arrives pas à obtenir justice, droit de parole, droit de défense, c'est de te retirer. Oui. Il y a d'ailleurs une maxime taoïste qui dit que le meilleur prince est celui dont on ne connaît pas le nom. Alors, à la fois sur le plan initiatique, mais aussi sur le plan politique, parce que là, c'est une game politique un peu dont tu parlais. Là. Des fois, se retirer et se faire oublier est une stratégie payante. Bon. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le silence, là, mais... c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un peu ça, tu sais, puis que je veux qu'on approfondisse un petit peu plus ce silence-là, tu sais. Autant que... Dans le fond, Franco, ce que tu parles, c'est du ghosting maçonnique. C'est du ghosting maçonnique. Oui, dans les sites de célibataires, lorsque des gens commencent à parler ensemble, puis à un certain moment, on arrête de répondre, c'est le silence radio, et là, ils ont beau texter ou s'écrire, puis ils se font ce qu'on appelle ghoster. Ghost provenant de fantômes. Donc, ils deviennent un fantôme, ils n'ont plus aucune réponse. Alors, c'est un petit peu le même principe. C'est du ghosting maçonnique. Oui, c'est ça. C'est du ghosting maçonnique. Probablement. Mais comme je disais, moi, après cette émission-là, je suis en paix avec ça. Il n'y a aucun problème. Là, mais pour moi,
c'est plus de revenir sur l'aspect du silence en tant que tel. Parce qu'encore une fois, on demande à l'apprenti un silence. On lui impose un silence durant sa première année maçonnique ajuscataire, en fait, qui passe jusqu'au compagnon. Et par après, le compagnon va apprendre à parler pour finalement en maîtrise, vraiment d'être en maîtrise de soi, pour parler. Mais encore une fois, quand on est rendu à maître, on entend dire des fois qu'on dit que nous avons perdu la parole perdue. T'sais. Donc, ça revient encore d'un certain sens au silence. T'sais. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur cet aspect-là, en fait, de l'apprentissage, puis du côté positif, en fait, de ce silence-là. Je vais laisser la sagesse parler. Oui, la sagesse parler. Oui. Vas-y, Mathieu. Il regardait Claudia, je pense. Oui. Mais non, la réflexion que j'avais en vous écoutant parler, c'était... Des fois, le silence, ça peut être un mécanisme de défense quand on ne sait pas trop comment y faire face à des situations actuelles. On rentre à l'intérieur de nous-mêmes, on se construit une petite coquille, puis on doit le digérer. Oui. Quand tu es apprenti, cet espace-là nous permet d'observer, d'apprendre et éventuellement de méditer sur ce qui se passe pour formuler en quelque part suffisamment de formes pour être dans le futur capable de s'exprimer sur des sujets. On voit ça dans les couples souvent. Quelqu'un il vit une émotion très forte, ils ne savent pas comment communiquer ça à son partenaire, alors là, ils se reculent, ils ne se parlent plus, ils font chambre à part, whatever. Puis ce qui est important là-dedans, pour moi, c'est de prendre ce temps-là, mais éventuellement, il faut sortir de ce silence-là. Il faut utiliser ce moment-là pour se recentrer, pour se ressourcer. Mais après ça, on ne peut pas vivre comme, mettons, des moines, toujours dans le silence, toujours à part du monde, parce que cela aussi crée un autre déséquilibre. Il faut l'utiliser comme un outil qui nous permet après d'amener ce qu'on a amené dans le monde, puis après parler avec le temps de recul que ça nous donne. Toi, Yves, qu'est-ce que t'en penses? Oui, le silence le plus profond qu'on connaît en franc-maçonnerie, c'est celui de l'impétrant qui est dans le cabinet de réflexion. C'est l'épreuve de la terre. Et là, c'est une rentrée en soi. Il n'est pas censé y avoir de frustration parce que on n'est pas dans une dynamique d'échange avec autrui. Et le silence de l'apprenti, c'est dans la continuité de ça, parce que comme on n'est pas invité à prendre la parole, on n'est pas invité non plus à répondre. On n'est pas dans une dynamique, c'est moi qui ai raison. À partir du moment où on a droit de parole, qu'on est compagnon, puis c'est peut-être ça qui a manqué aussi tu me diras si j'ai raison, dans l'affaire que tu nous as relatée, c'est la triangulation de la parole. Et cette triangulation-là évite la dualité entre soi et l'autre, toutes les formes d'opposition, de rivalité. La présence d'un tiers, cette circulation de la parole qui est triangulaire, à mon avis, jette les bases d'une concorde, d'une parole qui vise la concorde et non pas l'opposition. Donc, dépasser la dualité, le principe du triangle. Maintenant, ce que tu as dit sur la parole perdue, là, ça nous engage à d'autres réflexions. Et on y reviendra après parce que c'est autre chose. Mais c'est intéressant, j'aimerais ça quand même qu'on revienne sur cette parole perdue-là, parce que pour moi, ça initie tout autre aspect du silence qui va venir avec ça. Mais j'aimerais ça aussi t'entendre, Claudia. Mais oui, certainement. Moi, ça m'a appris beaucoup le silence. Vraiment, là? Oui, vraiment. Okay. Tantôt, Sylvain parlait d'humilité. Je pense que c'est une des choses que ça m'a appris davantage. C'est ça, en arrivant en maçonnerie, ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Premièrement, qu'il y avait plusieurs formes de silence. Que pour vraiment faire le silence en moi, c'est pas juste le silence verbal, c'est le silence mental, c'est le silence de l'émotion, c'est le silence du corps aussi. T'sais, on a des positions d'ordre et tout ça, donc il y a plusieurs aspects au silence, même au silence quand on commence à le pratiquer. On est encadré pour pouvoir le pratiquer comme ça. Et puis, d'être capable de faire tous ces silences-là, ça m'a donné l'occasion d'entendre une nouvelle voix.
La voix du cœur, la voix de l'intuition, d'apprendre à savoir je suis qui au-delà de toutes ces autres choses qui prenaient toute la place avant. Ouais. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon processus de connaissance de moi-même, de relation avec les autres aussi. Parce que j'ai fait un effort conscient après. Je me suis dit, ah ouais, quand je me fais reprocher quelque chose, à chaque fois, je me justifie. Puis là, j'ai appris à pas me justifier. Je me suis dit, faut que j'essaye de prendre la critique sans donner une raison, sans essayer de me défendre. Parce que c'est vrai que j'ai fait une erreur, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup aussi, je pense, sur... c'est ça, au niveau de l'écoute, tu sais, de pouvoir être... des fois, peut-être plus un récepteur, davantage aussi à l'intuition, à être capable de plus ressentir l'autre davantage sans avoir plein de choses qui viennent embrouiller, puis à l'utiliser de manière consciente. Je pense que je l'utilisais de manière inconsciente avant. Okay. Ça arrivait parfois, puis après ça n'arrivait plus. Puis aussi, quand je suis rentrée apprentie, je me disais, c'est juste ça. J'ai tout compris. C'est quand compagnon? Dans 1 an? C'est bien loin. Parce que j'avais cette impression de comprendre, mais c'était une compréhension intellectuelle. C'était pas une compréhension qui était vécue, mais c'était, j'arrivais avec ce bagage-là, moi, de tout intellectualiser les choses. Puis je le fais encore beaucoup, mais au moins, je suis capable de me ramener à d'autres niveaux. Au niveau de la prise de parole, après, ça m'a amené aussi à synthétiser, à devenir plus concise, à écouter plus les autres, mais aussi à me dévoiler davantage. Je pense que ça, c'était une autre chose aussi, parce que, tu sais, quand on cherche la part d'ombre puis de lumière en dedans de nous, on veut, tu sais, notre réflexe initial, là, c'est montrer la lumière, tu sais, puis cacher la part d'ombre. Puis là, moi, j'ai appris à utiliser la parole pour dévoiler ma part d'ombre. Puis ça a été difficile. Sur mon ego, j'ai trouvé ça difficile parce que ça vient chercher des choses que tu ne veux pas montrer de toi-même. Des choses que tu révèles sur toi, que tu as essayé de cacher pendant 30 ans, tu sais. Fait que ça change complètement la dynamique. Puis après aussi, je trouve au niveau de la parole perdue, là, c'est encore quelque chose, tu sais, je trouve que c'est vraiment important qu'on en parle aussi, parce que cette parole perdue-là fait en sorte que on reste toujours un peu à la recherche à ce moment-là, dans nos premiers degrés, de comment je pourrais dire ça, de découvrir vraiment qui on est comme groupe, c'est quoi notre place, c'est quoi notre identité, puis après ça, qui on est en regard de nous-mêmes, mais au-delà de ce qu'on peut voir dans le monde physique puis matériel aussi. Donc, ça nous amène plus loin dans cette quête-là. Donc, je trouve que vraiment, c'est toute cette dynamique-là de silence, c'est très formateur, puis de pouvoir apprendre à prendre la parole de manière différente. Puis apprendre dans mon cas, ça a été à le faire avec moins d'ego. Tu sais, je peux pas dire pas d'ego, évidemment, là, mais avec moins d'ego, plus d'humilité, je pense que ça a été vraiment formateur. C'est intéressant. Eh bien, la sagesse a parlé, je ne peux plus rien dire, mais non, en fait... on va couper ton micro. Non, mais en fait, je fais une corrélation entre les enseignements des Premières Nations et la maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup de liens. Hein? Et... Dans les peuples des Premières Nations, chez les traditionalistes, on va enseigner qu'il faut expérimenter. Donc, c'est pas seulement de l'enseignement, mais c'est d'expérimenter. Et quand tu l'expérimentes, c'est là que tu goûtes c'est quoi le silence. Mais avant ça, si tu fais juste en parler, et puis c'est un point de vue théorique, c'est pas vraiment intégré par l'initié. Donc, ça passe vraiment par là, par l'intégration. Et ce que Claudia a expliqué, c'est exactement ça. C'est par l'intégration qu'on peut le comprendre. Et l'apprenti, lorsqu'il est assis dans la loge, en fait, on lui a pas mis un bâillon pour l'empêcher de parler. Il pourrait se lever et demander la parole. Puis le vénérable maître qui est souverain dans sa loge pourrait lui accorder. Hein, mais il ne le fera pas puisque, à travers son silence mental, émotionnel et corporel, il va être présent à observer la symbolique. Et à travers, justement, cette présence-là dans laquelle il va observer, il va pouvoir faire des liens et pouvoir identifier des symboles puis dire « Ah, ça veut peut-être dire ça. Ah! » Et le silence mental, aujourd'hui, là, c'est ce qui nous envahit le plus. En plus de ce qu'on entend dans les médias, Facebook et partout, c'est très difficile de pouvoir se centrer puis être à l'intérieur de nous. Et justement, pour écouter cette voix du cœur que
aussi chez les peuples des Premières Nations, comme dans toute autre école initiatique, où ce qu'on tente de nous amener à découvrir cette voie-là. Bien, je trouve ça intéressant, le fait justement de, comme tu dis, d'enseigner à l'apprenti le silence, parce il faut qu'il soit en contrôle de lui-même, comprendre ses émotions, pourquoi il vit telle chose. Là, tranquillement, on lui donne après ça accès à la parole pour qu'il soit capable de retourner à l'intérieur puis qu'il analyse tout ça. Après ça, on parlait tantôt aussi de la parole perdue, puis moi, ça me fait penser à un certain aspect. En maçonnerie, on va souvent parler aussi de la légende d'Hiram, Hiram Abif qui est décédé parce que il s'est fait tuer par 3 personnes et tout ça. Et souvent, on se concentre sur ce début d'histoire-là, en fait. Les 3 premiers degrés, on va souvent en entendre parler. Si vous rentrez en maçonnerie, ils vont vous parler de ça. Mais pour moi, qu'est-ce qui m'intéresse aussi, c'est le après. Parce que quand on revient sur le concept justement de la parole perdue, on a réussi à parler, mais à un moment donné, on perd la parole. Donc, on revient finalement quasiment à l'apprenti. Mais à partir de ce moment-là, quand on perd la parole, parce qu'on l'a eu auparavant. Là, on la perd. Mais à quel moment on la perd? Sans trop révéler, Sylvain. J'essaie d'être le plus discret possible là-dedans. Mais tout ça pour dire, c'est que quand on perd cette parole-là, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Et c'est là que l'initié en tant que tel va vivre toutes sortes de choses. Va vivre de l'ego, va vivre des frustrations, va vouloir se venger, ou tout dépendant de la situation. Mais si on revient dans le rite d'Hiram, quand Hiram est décédé, il y a des gens qui ont voulu avoir sa vengeance pour dire, là, en bon québécois, pourquoi c'est arrivé, tout ça. Faut trouver un coupable. Faut trouver un coupable. Oui. Et c'est là que ces gens-là ont perdu la parole. Puis là, j'ai l'impression de qu'est-ce qu'on voit, que cette situation-là, ça revient un peu à ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut trouver un coupable. Oui. Les anti-vax, c'est des coupables. Il faut trouver quelqu'un. Ça peut être dans n'importe quelle situation, mais là, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est ce genre de choses-là, qui est un peu rapport aussi avec le silence, mais c'est comme on vous enlève la parole, mais pour d'autres raisons. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis parce que en t'écoutant, je réalise que en fait, c'est un retour au miroir initiatique. Parce que si on a le miroir initiatique, je pense qu'on en a parlé dans plusieurs émissions, là, en regardant l'autre, de regarder nous-mêmes à quel moment est-ce qu'on fait la même chose à autrui. Puis je pense que ça se veut un peu un retour là. Parce que quand on le voit, ça, au départ, on se pose la question, on essaye d'approfondir à l'intérieur de nous-mêmes puis de trouver nos propres réponses plutôt que de les trouver chez les autres. Puis après ça, on regarde aussi quand on fait quelque chose, quel impact, quand quelqu'un nous fait quelque chose puis que ça nous dérange, quel impact nous, on fait la même chose à autrui. Puis là, c'est un peu la même situation parce qu'après ça, on essaye de venger. Donc, si on veut venger, c'est que le coupable, c'est autrui. Donc, si c'est autrui, c'est qu'on a oublié notre miroir initiatique du départ. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui. Mathieu, tantôt, tu nous parlais des moines bouddhistes qui se concentraient toujours sur ce silence-là. Mais tu nous disais qu'à un moment donné, il y a quand même une limite de toujours rester dans le silence. Mais pourquoi que ces moines bouddhistes-là pratique ce silence-là toujours dans des temples? J'ai l'impression que tu en sais un petit peu plus que moi, puis je te pose vraiment la question parce que je suis curieux, parce que je ne le sais pas nécessairement, mais pourquoi ce silence-là est pratiqué justement dans ces temples-là? Ben, l'intériorisation, ça crée un espace de connexion avec son soi le plus profond. Oui. Donc, en premier temps, dans les pratiques de méditation, on a tendance de vouloir trouver une vacuité dans notre esprit. La pratique, normalement, devrait, au début, ne pas être ça, mais plutôt d'observer soi-même comment il fonctionne notre cerveau, par voir les idées qui passent par notre tête, être capable de rentrer en connexion avec ça, bien, éventuellement être capable de les traiter et tranquillement calmer ce chaos de réflexion qui se passe dans notre cerveau, pour après ça être capable d'arriver dans un espace où on est capable de concentrer notre énergie puis de se concentrer sur quelque chose qui a vraiment de la valeur pour nous, au lieu de faire un petit peu la balle de ping-pong comme on a tendance à faire.
Après ça, le processus de faire ça, c'est long. Ça, c'est pas facile. Donc, pour les personnes qui choisissent une vie de retraite, ben, c'est parce qu'ils se commettent en quelque part d'accélérer ce processus-là ou vraiment de se concentrer sur ce geste-là. C'est un choix, c'est une belle avenue. C'est une voie qui, pour certaines personnes, c'est comme ça qu'ils doivent cheminer pour arriver à leur destination. Là, mais on est... Moi, dans mon expérience, après de l'avoir pratiqué un certain temps, je ressentais vraiment le besoin par la suite, de retourner, entre guillemets, dans le monde normal. D'aller échanger avec les autres, de utiliser ces outils-là qu'on apprend dans ce silence-là pour, après ça, vivre dans le chaos, mais avec une certaine contrôle, une certaine maîtrise de notre émotion, de notre réflexion, puis tout ça. Il faut aussi ajouter que le temple bouddhiste, contrairement au temple maçonnique, ne dira pas quelque chose comme « la lumière qui éclaire le temple doit rayonner sur tout l'univers », parce que justement, il faut apprendre à se défaire de certaines illusions, celle du désir, la fameuse Maya. Et donc, c'est un processus de lâcher prise au sujet de beaucoup d'ambition, alors que la franc-maçonnerie a l'ambition d'améliorer le monde, l'amélioration matérielle et morale, le perfectionnement intellectuel et social. Il n'y a pas de tels objectifs dans le bouddhisme tel que je le connais, que je l'ai pratiqué. C'est sûr que c'est très relatif, là. Mais essentiellement, la franc-maçonnerie, c'est un processus dialectique où on passe du temple au monde profane. Et puis, il y a une alimentation réciproque là, des deux éléments. Et on ne peut pas donc rester confiné dans le silence comme des moines cisterciens. On est obligé d'aller dans le monde pour répandre la bonne parole. Et dans ce sens-là, notre silence ne peut pas être aussi absolu que dans certains ordres religieux. Le silence maçonnique, c'est un silence qui est relatif. Donc, si on continue sur ton aspect de la méditation et du bouddhisme, en utilisant cet aspect-là, et on revient un peu sur le silence, autant qu'il peut être créateur, qu'il peut être vengeur, qu'il peut être destructeur, l'aspect qui est manquant, je crois, là-dedans, c'est la méditation. Quelle est pour vous l'importance de la méditation dans votre vie, tu sais? Est-ce que ça vous permet vraiment de vous recentrer? Parce que tantôt, on disait que l'apprenti, qui va observer, qui va faire le silence mental, mais est-ce que cette méditation-là, peut-être que va permettre d'accélérer ce processus-là ou de vraiment de... Moi, je me sens interpellée par ta question parce que dans le passé, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire des pratiques méditatives. Okay. Puis quand j'ai commencé avec la franc-maçonnerie, je me suis rendu compte que si j'appliquais les aspects du silence que j'apprenais à l'apprenti, faire le silence mental, le silence émotionnel, le silence de la parole, le silence physique, puis que je me permettais d'être pleinement dans le moment présent, c'était la plus belle pratique méditative que je pouvais faire. Parce que là, j'étais vraiment présente à tout ce que je vis. Puis c'est comme si la qualité du temps est très différente. Hein? Quand tu es présent à quelque chose puis que tu n'es pas en train de penser à d'autres choses et tout, le temps a comme une autre, je dirais une autre texture, une autre façon d'être. Il est plus long, tu es plus ancré dans ce qui se passe. Donc moi, j'ai pas de pratique méditative autre. Quoique je pense que ça peut être très bénéfique. Oui. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de me ramener toujours à ici, maintenant. De ne pas être en train d'essayer de penser à d'autres choses. Tu sais, je me garde du temps pour planifier des choses, je me garde du temps pour réfléchir, faire de la rétroaction sur ce qui s'est passé. Oui. Mais j'essaye le plus possible d'essayer de revenir dans le présent tout le temps. Parce que je me dis, c'est là que ça se passe. La vie, c'est maintenant. Tu sais, sinon, je projette, je suis pas stable. Tu sais, j'ai pas mon fil à plomb dans ce temps-là. Fait que j'essaye de le ramener tout le temps. Fait que pour moi, c'est de vivre dans le présent.
Puis je pense que ma qualité de relation va être meilleure. Je pense, en général, de vécu aussi. Puis je pense que pour moi, en tout cas, si je prends du temps pour méditer dans une forme qui est un peu plus... parce que, tu sais, pour moi, c'est une méditation active aussi. Là, tu fais une tâche, puis tu te concentres sur ce que tu fais. C'est très méditatif. Mais de faire après ça aussi de la méditation, comme une pratique de méditation, mettons, guidée ou juste plus m'asseoir, essayer de faire l'aspect intérieur. Pour moi, ça, c'est comme un bonus sur ma pratique. Intéressant. Oui, monsieur Paquette. Donc, pour répondre à ta question, mon frère, moi, la méditation, pour moi, c'est de mettre en évidence mes 5 sens. Donc, de m'asseoir dans le moment présent, de entendre, voir, goûter, sentir, ressentir. Donc, vraiment, pleinement goûter le moment présent. Pour moi, c'est ça, méditer. Et à partir de là, je peux méditer sur une symbolique ou sur quelque chose pour ensuite orienter mon agir dans ma vie vers ce à quoi je tends ou pour X raisons. Donc, pour moi, la méditation, c'est vraiment ça. C'est de s'arrêter un moment, de se mettre pleinement présent à tout ce qui se passe autour. Et je pense que un jour, je parlais avec quelqu'un qui faisait régulièrement de la méditation, puis il me disait, la meilleure place pour faire de la méditation, c'est en plein centre-ville où il y a plein de bruit. C'est pas de s'enfermer dans une pièce puis être dans le silence total. En fait, le silence qu'on doit obtenir, c'est le silence mental. Ouais. Donc, même s'il y a plein de bruit autour de nous, il faut arriver à pouvoir se détacher de ce bruit-là et d'être pleinement à l'intérieur de soi. J'aime ça ce que tu dis parce que souvent, dans ces temps-ci, vu que je suis très occupé avec le travail, que je travaille d'énormes heures ces temps-ci, même si d'habitude je ne fais pas beaucoup d'heures, mais là, ces temps-ci, je fais vraiment beaucoup, beaucoup d'heures là, pour le salaire que je suis payé. Et ça fait en sorte que je vais beaucoup dans ma tête. T'sais. Et que des fois, seul le bruit va me permettre de retourner dans un état intérieur. Parce que là, mon cerveau va être concentré d'un certain sens sur le bruit. Donc, mon cerveau va arrêter de parler. Je vais arrêter de me parler tout seul dans ma tête. Puis ça va vraiment me permettre de revenir dans une certaine... être recentré malgré le mouvement. T'sais. Mais j'ai besoin de voir le mouvement pour me recentrer. Tu sais, mon frère, que notre cerveau voit 400 images secondes, hein, dans nos pensées. Donc, imaginez que vous regardez une télévision, là, puis que vous voyez 400 images en 1 seconde. C'est ce qui se passe dans notre tête. Donc, faire le silence complet, c'est pratiquement impossible. Par contre, on peut se concentrer sur, par exemple, qu'il y aurait un train qui passe devant, puis on se concentre sur le fait que le train passe et que chacun des wagons passe, qui représente une pensée. Et là, ça nous permet de les voir passer sans s'arrêter dans une en particulier. Ben là, c'est bien. Fait que je te vois 400 fois à la seconde. Oui. Fait que là, ça me permet de bien me concentrer avec toi puis de ne pas penser à autre chose. Fait que c'est parfait. Mais je trouve ça super intéressant, le fait de s'intérioriser dans toute cette situation-là. Puis du centre-ville, ben, c'est quelque chose que je dois réfléchir. Tantôt, on a parlé d'un petit aspect. On a quand même fait plus que la moitié de l'émission. Mais je veux quand même qu'on couvre un peu ce sujet-là. Sans trop révéler, on s'entend qu'il ne faut pas trop révéler là-dessus, mais la symbolique de la parole perdue, tu sais, ça revient encore une fois au silence d'un certain sens. Tu sais. On avait la parole, on perd la parole. Pourquoi qu'on perd la parole? C'est pas la même chose, Franco, parce que la parole perdue, c'est pas la parole de tous les jours. C'est pas la parole de l'apprenti, la parole du compagnon ou du maître qui réagit à ce qui est dit en loge ou ailleurs dans le monde. La parole perdue, c'est la parole qui est censée dire une vérité sur soi et sur le monde. Alors, cette parole-là, l'a-t-on déjà eue? C'est une question qu'on a posée tout à l'heure. Il n'est pas dit qu'on l'a déjà eue, cette parole-là. Elle est perdue. Elle est perdue? Ça ne veut pas dire qu'on l'avait quand on était compagnon ou maître. Peut-être. On l'a peut-être jamais eu. Je pose la question. Ah, tu l'as déjà eu? Non. Ah, d'accord. Oui. Être plus proche du micro. Alors, il faudrait t'es en train de perdre la parole. Il faudrait se demander en quoi elle peut consister, à quoi elle peut ressembler, cette parole perdue.
Bien, si on se réfère à l'Évangile de Saint Jean, la parole, c'est la pensée manifestée. Puis au moment où on quitte le plan physique, bien, on perd cette parole-là. En tout cas, la symbolique de ça. Hein. Ouais. Donc, on n'est plus capable, on n'a plus le son, on n'est plus capable de communiquer avec les vivants. Donc, on perd la parole, en quelque sorte. Effectivement. La fascination du silence, les bienfaits du silence, c'est probablement qu'il nous procure ou qu'il nous ramène vers un état de repos, qui est peut-être symboliquement celui d'avant notre naissance, notre apparition dans ce monde où il y a 400 images à la seconde et puis pas mal de bruit autour. Ouais. Une fois que nous naissons, ben là apparaissent les ambitions de l'individualité, puis toutes les oppositions qui s'entraînent, la frontière artificielle entre moi et les autres. Puis retrouver la parole, ben, ça serait au fond revenir à ce sentiment de repos et d'unité entre soi et le monde, avant même l'apparition des frontières artificielles. Est-ce possible que nous puissions faire ce genre d'expérience, de retrouver l'unité perdue? Pour moi, la parole perdue, c'est l'unité perdue. Et c'est probablement possible dans une vie maçonnique, dans des rares moments d'illumination, peut-être provoqués par le rite, provoqués par la présence des symboles, d'avoir de telles expériences, à la fois silencieuses et de retour à l'unité, qui sont pour nous comme l'expression d'une vérité perdue et que soudainement on retrouve. Pour moi, c'est ça la parole. Moi, j'aurais une théorie là-dessus. Ouais. Oui, oui. Théorie, j'aurais une théorie. Quand ça. La parole perdue, pour moi, là, c'est... et si on se réfère à l'Évangile de Saint Jean, où on dit qu'on doit être un témoin de la lumière, eh bien, c'est lorsque on est dans notre cœur, on peut se connecter à l'esprit ou l'égrégore, ou appelez-le comme vous voulez, mais et que la parole parle à travers nous. Et qu'on est capable, par la voie de la sagesse, à travers cette parole, de rayonner, d'amener la lumière autour de nous. Donc, la parole perdue, est-ce que c'est de pouvoir se reconnecter à cette énergie qui nous permet justement de parler avec sagesse, avec la voix du cœur? Parce que lorsqu'on parle avec notre mental, eh bien, ce n'est que la voix de la raison, la voix de... faut tout mettre dans une boîte, faut tout contrôler, les apparences, tout ça, c'est important. Alors que la voix du cœur, c'est une voix très simple. Ben, je pense qu'on s'entend pour dire que cette connexion, c'est une unité retrouvée, qu'il y a un lien entre la parole retrouvée et l'unité retrouvée. Exact. On a déjà trouvé quelque chose, là. Tu vois, regarde. Et la sagesse va parler maintenant. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est mon expérience, encore une fois, mais à un moment donné, j'avais lu ça, tu sais, qui disait, quand t'es vrai, un moment, tu fais l'expérience, dans le fond, des fois, d'un magnifique coucher de soleil au bord de la mer, où est-ce que tu te sens connecté. Pendant un instant, c'est comme si tu sais que tu es à la bonne place, tu sais qui tu es, tu sais que tu es connecté. Pour moi, ça, c'est comme des petits, j'ai juste le mot anglais, glimpse, là, des petits échantillons de ce que c'est l'expérience qu'on doit, de ce qu'on doit découvrir, de ce qu'on est profondément, puis de ce qu'on est amené à devenir. Puis, cette expérience, parce qu'on l'est déjà, mais on peut le devenir davantage. C'est notre essence, mais il y a plein d'autres choses qui fait partie de qui on est dans d'autres aspects, si on veut. Puis pour moi, c'est des échantillons que si on pratique tout ce que la maçonnerie tente de nous révéler puis de nous apprendre, qu'on peut retrouver cet état-là. Parce que c'est un état, puis un état, ça peut arriver spontanément comme ça. Comme quand on voit le coucher de soleil et comme là, ça nous arrive, mais on peut cultiver l'état aussi. Fait que je pense qu'on peut, à travers notre pratique maçonnique, à travers toutes tout ce qu'on apprend, tous les grades, les symboles, on peut la pratiquer. Puis je pense que ça fait partie de retrouver ce moment-là là, où est-ce qu'on sait exactement qui on est, qu'on est à la bonne place, qu'est-ce qu'on fait dans le monde, puis qu'on est connecté avec tout.
ce que tu nommes, je pense, le sentiment océanique dans ton livre. Oui, c'est le sentiment océanique. Oui, c'est ça. Que ça qui est disponible dans toute bonne librairie maintenant. Si vous voulez, vous allez avoir le lien maintenant qui va apparaître ici. Ce dont Claudia a parlé, la psychologie des profondeurs l'appelle sentiment océanique. Donc, l'océan, c'est l'intuition de l'illimité, de l'infini. Et tu parlais d'un coucher de soleil, mais la veuve de Jean-Sébastien Bach a eu des mots dans une correspondance de son expérience à l'écoute d'une œuvre de son mari, une des plus belles œuvres de la musique classique, la Messe en si mineur, en disant qu'elle avait été submergée par un océan d'amour. Donc, l'amour, l'océan, l'illimité, l'abolition de la frontière. Est-ce que nos pratiques, nos rituels, nos symboles maçonniques peuvent nous mener à ça? Là, je vous laisse parler. J'aurais une autre théorie, moi. J'ai des théories. Des théories de complot ou des vraies théories? Non, pas théorie de complot. OK, bon. Non, mais il dit c'est ça, que la franc-maçonnerie a un but ontologique, c'est de ramener l'âme à l'état de perfection originelle. Pour rassembler ce qui était éparse aussi. Et voilà, c'est ça. Donc, on sait qu'il y a certains initiés au courant du Moyen-Âge qui cachaient l'or dans du plomb. Donc, lorsque des voleurs trouvaient un trésor, ils trouvaient des briques de plomb, mais l'or était caché à l'intérieur, donc ils l'ignoraient tout simplement. D'où vient peut-être l'adage alchimique de transformer le plomb en or. Donc, il faut faire fondre le plomb pour trouver l'or à l'intérieur. Et c'est la même chose avec nous. Donc, on est, à mon avis, parfait, mais on est enveloppé de plomb. Et on doit se départir. Comme l'apprenti, quand il travaille sur sa pierre brute, à l'intérieur, il y a une pierre parfaite. Mais à l'extérieur, il faut la dégrossir. Donc, il faut enlever ces portions-là qui sont de trop. Ça me fait penser à un de mes écrivains préférés, Nicolas Bouvier, qui a fait l'expérience d'ailleurs du sentiment océanique. C'est un écrivain voyageur. On pense que quand on voyage, c'est pour acheter, puis rapporter ceci, puis revenir garni de souvenirs de voyage. Et lui, il dit qu'au contraire, le voyage, c'est un processus où on se déleste et où on fait l'épreuve de la fatigue, de la maladie, de l'interrogation sur soi-même. Et qu'au lieu de revenir garni d'anecdotes, on revient un petit peu épuré en s'étant vidé d'une partie superficielle de soi-même. Et il dit, il a une très belle image, au lieu de revenir garni comme un sapin de Noël, on est comme une serviette de bordel qui a été lavée 1000 fois. Donc on retrouve l'essentiel. Peut-être plus qu'une serviette de bordel qui est un simple lin, un simple coton. Toi, tu parlais de l'or, là. Mais je crois que l'image est la même, c'est qu'il faut se départir du superflu pour trouver la quintessence. Tu allais dire quelque chose, Mathieu? Ben, Moi aussi, peut-être. Oui, c'est ça. On n'est pas des experts du micro. Il faut se baisser. Il faut s'humilier. Non, j'aimais beaucoup l'image que Claudia amenait d'un coucher de soleil ou de l'océan. Ce que je trouve fascinant, c'est que dans toutes les... C'est un trait de l'être humain de se connecter avec ce qu'on appelle en anglais le wonder, là, le awe. Ces moments de awe, c'est au travers du monde. C'est des moments où le monde se sent connecté avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui est universel. C'est là qu'il se sent vraiment partie de quelque chose d'énorme. Depuis ma rentrée en maçonnique, l'élément qui m'interpelle le plus là-dessus, c'est la voûte étoilée. Ah oui. Et depuis, tu parles de la mer et de cette grandiose-là. Quand je voyageais sous la mer, les nuits que j'ai passées en dessous de la voûte étoilée, ces moments de silence-là étaient très purs, sont très, très réels. Puis ça revient à ton idée que quand tu es en un moment de méditation profonde, tu es dans le moment présent. C'est des moments qui s'éternalisent, puis qui t'amènent à vraiment voir à quel point on est infiniment petit, mais à quel point on est aussi tout à fait connecté
avec nos lignées du passé, avec ceux qui ont passé avant nous, avec toute la nature, avec toutes les autres étoiles, les temps, toutes ces choses-là. Puis c'est, en termes d'être, on cherche cette connexion-là. Ouais. C'est comme un mécanisme qui fait partie de qui on est, de vouloir retrouver cette connexion-là, de se rassembler avec cette énergie-là pour être plus proche et d'être capable de trouver cette silence parfaite, un petit peu d'union avec l'univers. Pour ce que tu viens de décrire, Mathieu, c'est l'expérience de l'éternité. Tu as utilisé le terme, puis l'éternité, c'est pas la vie, c'est pas l'immortalité, c'est pas le prolongement indéfini de la vie, c'est l'expérience en un point concentré, en un moment précis de l'immensité de nos liens, de cette connexion illimitée dont tu as parlé aussi avec le coucher de soleil ou moi avec l'océan d'amour, en référence à la messe en si mineurs. Vous savez qu'on est très choyé, hein, puisque le moment présent, il est ici à Laval. Ah oui? Trouvé. Ah oui, oui. C'est à une intersection, c'est au coin du boulevard du Souvenir et boulevard de l'Avenir. Juste en plein milieu, le moment présent, il est là. On ne sait jamais quand ça va arriver. C'est pour ça que dans les évangiles, c'est Jésus, il dit « Je viendrai dans la nuit comme un voleur ». C'est toujours une surprise. Comme aujourd'hui. Oui, ben oui. Puis en plus, une belle surprise de vous voir toutes ensemble aujourd'hui, parce que d'ailleurs, je le répète encore une fois, mais en théorie, il était supposé avoir une livraison d'un petit paquet aujourd'hui, et j'avais toujours 2 plans. On avait plusieurs invités qui étaient supposés venir, puis là, finalement, tous les invités sont tous venus en même temps. Donc, c'est une belle surprise. Moi, je suis très heureux. Puis on a eu un super beau partage aujourd'hui. C'était vraiment super agréable. On a déjà fait l'heure, malheureusement. Donc, on va devoir conclure à cette merveilleuse émission. Sujet ultra important. Je pense qu'avec tout ce que j'ai entendu, le silence fait partie intégralement du processus maçonnique dans tous ses aspects. C'est quelque chose, et ça revient peut-être aussi à un adage qu'on dit qu'on est des éternels apprentis. Parce que ce silence-là doit être notre pierre angulaire dans notre processus. Mais ce silence-là, ce que j'ai compris, ne doit pas être éternel, comme l'éternel apprenti. On doit apprendre à être capable de bien l'exprimer, de bien le communiquer pour être capable de revenir à l'intérieur par après. Donc c'est ça. Ah bon, ça va bien. C'est correct qu'on fait venir. C'est le temps qu'on finisse l'émission. Je t'ai rendu. J'ai perdu. C'est quoi la dernière chose que j'ai dit? Tu disais que le silence faisait partie de tous les aspects de la franc-maçonnerie. On n'est pas des éternels apprentis. On ne doit pas être dans l'éternel. Quelque chose comme ça. OK. Take 2. Absolument. On fait. Merci. Une chance qu'on a Sylvain ici, qui est notre... je vais l'appeler le professeur maintenant. On peut y aller chacun de sa conclusion? Oui, ben c'est ça. On va y aller. Donc, c'est le moment de faire notre conclusion pour l'émission. Encore une fois, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous avoir parmi nous. Et je vais commencer par en fait, je vais demander à la première personne de nous communiquer. C'est notre frère Yves. Toi, ton mot de la fin que tu aurais pour l'émission? Ben, la franc-maçonnerie, c'est à la fois le silence et la parole, bien sûr, mais on entre dans le temple en se dépouillant de ses métaux. Et ça, c'est l'entrée en silence. Et donc, pour être capable d'une parole juste, fraternelle, dans cette quête de la parole perdue dont on a parlé, il faut d'abord se dépouiller de ses métaux, être capable de ce silence qui nous prédispose à une parole fraternelle. Pour moi, je le vois comme une dialectique. La franc-maçonnerie, ce n'est pas un ordre religieux où nous sommes confinés au silence. Le silence est une étape préparatoire et constante pour que la parole soit fraternelle. Merci, mon grand sage, si je puis le dire. Merci, mon frère. Mon frère Mathieu, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, dans le silence... Dans le silence, on s'ouvre à l'amour universel, on s'ouvre à tout ce qui est autour de nous, puis on trouve un moment quand on est en face d'autres êtres qui sont comme nous, qui vivent sensiblement la même existence dans ce monde, vraiment de les écouter
et de voir en eux, nous-mêmes, par notre miroir initiatique, de commencer à travailler ça, puis de continuer à le travailler tout autour de notre processus, amène une sérénité et un développement de l'amour qui est vraiment très beau. Donc, moi, ça serait ça, je pense, c'est une chance de travailler ça, puis de le voir, puis d'être entouré d'autres personnes qui ont la même appréciation pour cette processus-là. Merci. On va tous s'embrasser après. C'est ça que je veux dire. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin. Est-ce que j'ai toussé pas mal tantôt? Ah oui. Le mot de la toux. C'est ça? Oui. Mon mot de la fin, ce serait... il y a une phrase qui dit « Je suis celui qui suis. Je suis ce que je suis. Je suis. » qui démontre un peu le passage de la personnalité, de l'ego, qui tend vers être, qui tend vers juste être absolu, un peu avec la vacuité, comme on a parlé un peu plus tôt. Puis, je pense que c'est un passage important. Puis, je pense que dans le prologue de Saint Jean, on a un peu un guide par rapport à ça. Parce que dans le prologue de Saint Jean, ça dit « En lui était la vie, et la vie était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. » Donc, c'est la vie qui est notre processus, c'est la vie qui est la richesse, c'est la vie qui est la lumière, puis c'est la vie qui va nous donner la possibilité de réaliser notre « je suis ». Qui est la parole perdue, peut-être, je suis. Tu nous l'as dit. Peut-être. Tu vois? Je sais pas. Je trouve ça intéressant. Merci, ma soeur. Mon frère Sylvain, tu es le dernier, mais le premier quand même dans mon cœur. Ah! Mais moi, je terminerai en parlant de censure. Ah oui? En lien avec le silence. Mais oui, parce que la maçonnerie a été accusée à tort d'être un organisme qui cache ses secrets, qui fait censure de la vérité, alors que c'est tout à fait faux. Dans le fond, pourquoi que les vérités ne sont pas révélées? C'est tout simplement qu'ils doivent être vécues, doivent être intégrés par l'initié. Et c'est justement en apprenant sur le chemin qu'on peut intégrer cette vérité et la découvrir, puisque même si on vous parle de la parole perdue, si vous ne l'avez pas intégrée, vous ne saurez pas c'est quoi. On est encore perdu. On est encore perdu, et voilà. Il y a tout un volet sur le silence lié au secret maçonnique qu'on aurait pu aborder une autre fois. Hein. Oui. Alors, c'est vraiment ça. Donc, il n'y a pas de censure en maçonnerie. Il y a tout simplement des secrets qui doivent être expérimentés. Exact. Et même certains secrets qui ne seront découverts que par un petit pourcentage de maçons à travers les rituels. Il y a des secrets partout. Il faut vraiment être présent, être dans son cœur et observer pour pouvoir les vivre et les comprendre. Parce que sinon, on ne comprendra pas pourquoi que le maître de cérémonie marche 1 kilomètre pour aller éteindre une chandelle. On va dire, mais pourquoi il fait tout le tour de la loge pour faire ça? Il pourrait l'éteindre tout de suite, 3 fois en plus. Il pourrait faire un coup, là, ça serait tout fini. Mais non, il y a une raison pour ça. Il faut vraiment observer et aller plus loin pour découvrir la symbolique derrière ça. Et plus loin que la symbolique, il y a une certaine vérité. Merci, mon frère. Merci, mon frère, pour ton beau mot de la fin. Puis encore une fois, je suis très heureux que... c'était bien essayé. Oui, c'est ça. C'était bien essayé. Écoute, fait que c'est ça. Moi, mon mot de la fin, c'est toujours le même. Moi, je dis toujours la même chose. Je remercie toujours tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent présentement, vous avez remarqué qu'on a une belle plaque ici sous le bandeau pour avoir dépassé plus de 1000 auditeurs, en fait 1000 abonnés sur notre chaîne. C'est un peu fou, hein, en un an. On a quand même eu 100 000 vues sur YouTube. Un grand merci à tout le monde qui nous écoute. Merci de participer. C'est grâce à vous si on est encore là, parce qu'en tant que tel, on invente des sujets à tous les mois. Mais à un moment donné, on va être tanné. Donc, un grand merci. Mais non, mais sérieusement, c'est vraiment un parcours super fantastique. On est très honorés d'être capable de faire des émissions, de produire des émissions pour vous tout le temps. Et évidemment, ces émissions-là viennent aussi avec nos forfaits, en fait, Patreon. Donc, si vous voulez participer, contribuer à notre émission, on a notre page Patreon, donc
patreon.com/sous-le-bandeau. Et on a 4 forfaits. Le forfait à $3, le forfait à $5, le forfait à $7 et le fameux forfait à $33, donc le très illustre patron. Si ça vous dit, ça nous aide à payer nos équipements quand ça fonctionne. On peut voir aujourd'hui que la caméra numéro 2 fonctionnait plus ou moins bien. Donc je vais littéralement m'amuser à faire du montage un peu fou. Là. On appelle ça le silence électronique. C'est le silence électronique, exactement. La caméra m'exprime un silence aujourd'hui. Donc, si vous voulez participer, c'est patreon.com/sous-le-bandeau. On a toujours notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau et notre site web sous-le-bandeau.ca. On a une boutique, si vous voulez participer puis avoir des chandails, des casquettes. On a même des sacs à dos maintenant sous le bandeau. Vous pouvez aller et chacun des achats que vous faites, ça va nous aider à payer un serveur ici et là tous les mois. Donc, un grand merci à ceux qui contribuent à notre émission. Si vous aimez nos émissions qu'on fait présentement aussi sur YouTube, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour le like. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de vues puis d'être un peu plus ciblé sur YouTube. Donc, mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine émission. Bye bye. Au revoir.